Ja, hallo. Bonjour, Madame Schmidt. C'est la police. Warte mal, mich hätte nicht Französisch. Sibylle! Jo, Oma, was ist? Komm mal, du hast einen Knäger am Telefon. Noch Brotmann? Ja, ich glaub. Yo, allô? Bonjour, monsieur, c'est la police. D'accord, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a eu un grave accident et votre petit-fils Joseph. fait probablement partie des victimes. Oh là là, ça c'est quand même terrible, hein, mon pauvre Seppele. Afin de vérifier qu'il s'agit bien d'eux, Joseph. nous avons besoin que vous confirmiez son identité. Oui, bien sûr, tout, qu'est-ce que vous voulez? Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous fournir les numéros inscrits sur votre carte de crédit afin que nous les comparions avec notre fichier? D'accord, vous êtes de la police, qu'elle? Oui, c'est la police. Il faut comparer les cartes de crédit pour vérifier les identités. Absolument, mais dépêchez-vous, chaque minute compte. Vous avez raison, en plus que Joseph, il travaille aussi, c'est la police. Lui, il est au bureau de ceux qui cherchent les brouteurs. Et vous savez que quand il les trouve, ils envoient des tueurs à casse? Ah Thomas, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer avec ceux-là. Sophie, il faut que je vous dise quelque chose. Faites très beaucoup attention aux gens dans votre famille qui croient tout ce qu'on dit sur Internet. Moi, j'ai appris à ma Oma qu'il faut pas croire tous les fistings qu'on raconte au téléphone ou dans les emails. Mais le plus beaucoup des gens qui se font arnaquer, c'est les oldies qu'ils sont pas au courant. Surtout que aujourd'hui, les grasses fraîcheurs, ils utilisent des informations sur vous qu'ils trouvent sur les internets pour faire croire que leur histoire elle est plus vraie. Alors il faut faire très attention où ce que vous mettez vos informations personnelles sur les internets. Parce que à chaque fois que tu t'inscris sur un site et que tu cosses la case ou ce que tu dis que t'es d'accord pour que tes infos elles servent pour te la réclame, tout qu'est-ce que t'as mis, ton adresse, ton numéro de téléphone ou ton anniversaire, eh ben ça part ailleurs sur internet, c'est quelqu'un qui va s'en servir. Et comme je suis sûr que les vôtres elles traînent déjà partout, je vais vous dire que le travail de inconnu c'est de les supprimer partout où ce que ça traîne. Si tu dois chercher tout partout où ce qu'il y a tes infos personnelles, ça va te prendre beaucoup trop de temps. Le travail de inconnu c'est de faire ça à ta place. Et tu leur dis c'est quoi qu'il faut qu'ils suppriment, ils vont le chercher partout où ce que c'est sur internet et ils demandent aux gens qu'on appelle ça des courtiers entonnés qu'ils doivent les supprimer. Et des fois il y en a ils sont pas d'accord, alors inconnu ils insistent. Avec un compte inconnu tu peux choisir juste 3 identités et 3 adresses pour faire supprimer tes internets. Alors comme ça tu peux faire pour toi, pour ton Lip et pour Kevin qu'il s'inscrit tout le temps n'importe où et qu'il coche les cases pour recevoir du spam. Ou bien tu peux aussi choisir pour toi et tes parents et c'est cool. Mais tu peux choisir 3 adresses. Si tu cliques sur le lien qui est dans la description ou que tu utilises le code ASTRONOGEEK, et 60% de réduction sur l'abonnement de 1 an. Mais surtout, explique bien à ta Oma comment que ça marche l'IA et qu'il faut qu'elle croie personne au téléphone et sur internet. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Tchuss. Nous sommes le 7 janvier 1948 à Louisville, dans le Kentucky. Vers 13h, de nombreux témoins aperçoivent haut dans le ciel un objet rond et brillant se déplaçant lentement vers le sud. Un quart d'heure plus tard, le commandant de la base aérienne Godman, Guy Hicks, reçoit un coup de fil de la police autoroutière qui a aperçu plus tôt un objet au-dessus de Maysville sans pouvoir l'identifier. 20 minutes plus tard, un autre appel signale un objet circulaire mesurant entre 250 et 300 pieds, soit presque 100 mètres, se déplaçant à bonne allure. Quand, 10 minutes plus tard, l'objet s'approche de la base Godman, Hicks et les opérateurs de la tour de contrôle peuvent l'apercevoir. Incapable de l'identifier et craignant une menace, Hicks demande à un escadron de chasseurs de l'intercepter. Un peu plus loin, 4 appareils sont en exercice. Ils prennent le cap de la base et se préparent à une interception. Le chef d'escadre est le capitaine Thomas F. Mantell. C'est lui qui va donner son nom à ce que l'on appellera dès lors l'incident de Mantell. Les 4 appareils s'approchent tandis que l'objet non identifié continue à voler vers le sud, mais ils peinent à le rejoindre à cause de sa très grande altitude. Mantell grimpe à 15 000 pieds.
Il n'existe pas de transcription exacte des communications radio, seulement des témoignages, mais Mantell aurait dit « Il a l'air métallique et d'une taille impressionnante, près de 170 mètres, et prend de la hauteur. Je vais essayer de le suivre. » Alors que ses ailiers se tiennent à distance, Mantell continue son ascension, atteignant 22 000 pieds. Il faut dire que Mantell n'a pas peur. C'est un jeune pilote fringant de 25 ans, vétéran de la guerre et bardé de médailles. Et donc, pendant que ses coéquipiers lui demandent avec insistance de redescendre, Mantell s'obstine. Il va intercepter l'appareil. Il est 15h15, la tour reçoit un dernier message inintelligible, et alors que le capitaine Mantell passe les 25 000 pieds, la base aérienne perd le contact radio. 25 minutes plus tard, toujours sans nouvelles, le commandant X décide de faire décoller 2 appareils qu'il envoie à sa recherche. En vain, alors que l'objet est signalé plus au sud, près de Lexington. Et finalement, vers 17h, un coup de fil arrive. À côté d'une ferme, près de Franklin, à 145 km au sud de Fort Knox, se trouve l'épave du chasseur de Thomas Mantell. Ou plutôt, un champ de pièces de métal dispersées sur plusieurs kilomètres. On retrouve le malheureux pilote sanglé dans son siège, sa montre arrêtée à 15h18, son altimètre bloqué à 29 000 pieds et présentant de forts niveaux de radioactivité. Tandis que de mystérieux trous sont observés sur toute l'épave, le corps du malheureux semble avoir été touché par un rayon à haute énergie. Mantell a manifestement été victime d'un mécanisme de défense une fois s'est approché un peu trop près de cet objet. Évidemment, vous me connaissez, mais est-ce que vous vous attendez vraiment à ce que je vous dise que ce pauvre Mantell a en fait été victime de sa rencontre avec un appareil soviétique? Non? Vous avez raison. C'est pourtant la rumeur qui a circulé un moment, avant de laisser la place à l'engin extraterrestre évidemment. N'était que le nombre de témoins de toutes les origines et la concordance de leur description, à peu de choses près, fait exclure d'office la méprise, le canular ou que sais-je. À cette époque, les enquêtes dans le domaine du phénomène OVNI aux États-Unis sont rassemblées dans le projet Blue Book. Le Blue Book, le voici. Loin d'être un recueil de preuves super accablantes de la réalité des rencontres avec des extraterrestres gardés secrets par le gouvernement, comme je le vois prétendre régulièrement chez des gens plus prompts à raconter des histoires d'ovnis sans fondement qu'à simplement le chercher sur Google, le Blue Book Project est une étude sérieuse du phénomène OVNI. À l'époque, le nombre de témoignages d'observation explose et le phénomène est pris au sérieux par le gouvernement américain, mais pas que. Des initiatives similaires seront prises en France. La logique est simple. Si jamais cette recrudescence d'observation devait avoir un quelconque fondement, il vaudrait mieux que le gouvernement et l'armée soient au courant, au cas où l'espace aérien serait infesté d'appareils espions russes, mais aussi si une espèce d'outre-espace venait nous lorgner d'un peu trop près. Seulement voilà, si, quand on ignore l'origine d'un phénomène, il faut rester ouvert à toutes les possibilités, il faut aussi savoir petit à petit écrémer celles qui ne tiennent plus la route à l'aune des observations et découvertes progressives. Alors le projet Blue Book, c'est quoi? C'est un recueil d'observations sans discrimination. Ça veut simplement dire que si un témoin rapporte quelque chose, alors on va considérer son témoignage et ensuite, on va étudier la question. C'est donc très facile de se retrouver avec des montagnes de témoignages et présenter ça comme une preuve qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Mais le problème en présentant la chose sous cet angle, c'est qu'on oublie de dire que dans cette liste se trouvent aussi les témoignages de gens qui ont vu la Lune, une étoile, un avion ou n'importe quel autre phénomène banal. La suite consiste à faire le tri là-dedans afin d'éliminer justement les témoignages inintéressants et espérer révéler dans la masse des observations qui pourraient vraiment nous apprendre quelque chose. Et donc on est face à des gens plutôt sérieux. Et l'incident de Mantell a sa place dans le Blue Book. Et à l'époque, Joseph Allen Hynek, conseiller pour le projet, a été incapable de trouver une explication rationnelle et solide à ce qui s'est passé. Rappelez-vous, on a déjà parlé de lui. C'est à lui qu'on doit les classifications de rencontres du premier, deuxième et troisième type. La seule hypothèse qui lui paraissait envisageable était une observation de la planète Vénus, qui, quand elle veut, peut se montrer très lumineuse, même dans le ciel diurne. Alors, oui, le ciel diurne, mais le soir, quand même, pas à 13h, et pas au-dessus des observateurs. Donc je résume. Un objet non identifié est aperçu au-dessus de plusieurs villes du Kentucky et d'une base militaire par de nombreux témoins. Des appareils sont envoyés en interception et le seul qui ose s'approcher disparaît avant de réapparaître en confetti 145 km plus loin et la seule explication trouvée par ces connards de sceptiques, c'est une confusion avec la planète Vénus. Ça, c'est parce que je vous ai raconté la version de la presse à sensation.
Parce que oui, vous me connaissez et vous savez très bien que la réalité est trop souvent beaucoup moins digne d'un épisode des X-Files. Déjà, on va reprendre un petit détail. Et j'ai littéralement commencé par là. Notre histoire prend place le 7 janvier 1948. Nous sommes 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai dit que le commandant X a envoyé 4 chasseurs en exercice, je ne sais pas ce que vous vous êtes imaginé comme appareil, mais dans les faits, les chasseurs, c'était ça. 4 F-51D, descendants directs des P-51 de la guerre. Alors certes, le V12 Merlin suralimenté caché sous le capot de ses bêtes crachait la bagatelle de 1600 chevaux. Mais on n'est pas sur un avion de chasse moderne. Il se trouve que quand ces appareils sont partis en exercice en ce 7 janvier, ils avaient prévu une série d'évolutions à basse altitude et n'avaient donc pas emporté de réserve d'oxygène. Et quand la base les a appelés pour les envoyer vers l'interception de ce mystérieux objet, 3 des pilotes se sont cantonnés à un plafond de 15 000 pieds. 15 000 pieds, pas mètres. En aéronautique, on mesure les altitudes en pieds et vous divisez ça à peu près par 3 pour avoir votre altitude en mètres. Donc si vous vous imaginiez des appareils bloqués aux portes de la stratosphère, non. Ils étaient plutôt un peu plus hauts que l'altitude d'un avion de tourisme. Sauf Mantell, l'intrépide, et il faut bien le dire, tête brûlée Mantell, qui tient absolument à rattraper cet objet qui le pousse à monter jusqu'à 25 000 pieds, soit 7 600 mètres, c'est-à-dire toujours un tiers de moins d'altitude que celle de n'importe quel avion de ligne moderne. Mais Mantell est parti sans oxygène, et il va être victime de ce que tout le monde sauf lui dans l'escadron avait manifestement anticipé, l'hypoxie. L'hypoxie est un mal insidieux qui touche les pilotes et qu'il faut savoir reconnaître très vite, sans quoi... laissez-moi vous raconter. Mais d'abord, si vous êtes toujours là, j'en déduis que cette histoire vous intéresse, alors, comme j'en ai plein d'autres en réserve, n'hésitez pas à vous abonner. L'hypoxie donc. Imaginez, vous êtes en avion, tout se passe bien, vous prenez de l'altitude. Maintenant, combien font 2 et 2 ? 4. Combien font 1000 plus 500 ? 1500. Votre cerveau, suffisamment pourvu en oxygène, fonctionne bien. Mais alors que vous passez les 5000 mètres d'altitude, l'air se raréfie et avec lui, l'oxygène. À cette altitude, vous en respirez moitié moins qu'au niveau de la mer. Quand vous vous fendez d'une rando en montagne, le temps que vous grimpiez à cette altitude, votre organisme a le temps de s'adapter à ce manque d'oxygène. Et disons que jusqu'à ce genre d'altitude, vous vous en sortirez sans trop de casse. Mais sanglé dans votre cockpit d'avion, en enchaînant les milliers de mètres d'altitude en quelques minutes, votre organisme ne peut pas s'adapter. Et le manque d'oxygène ne va pas se traduire par un malaise. Il va se présenter de manière très insidieuse sous la forme de ce que l'on appelle dans le domaine une paresse mentale. Combien font 2 et 2 ? 1000 plus 500 ? Vous êtes encore capable de parler, d'agir et vous avez la sensation que tout va bien. Mais dès que vous tentez de vous concentrer sur un problème précis, vous êtes en réalité incapable de réfléchir. Résoudre 2 plus 2 de tête ressemble alors à diviser 9453 par 428. En termes de sensation mentale, c'est un peu comme être très fatigué. Ou d'extrême gauche. Et un pilote est normalement formé à reconnaître les premiers signes de l'hypoxie parce que, une fois que la paresse mentale s'installe et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous passez en pilote automatique. Pas le pilote automatique de l'avion, hein. Non, vous savez, ce pilote automatique très dangereux qui vous fait rouler à 2 heures du matin, les yeux grands ouverts, mais en n'ayant quasiment plus conscience de ce que vous faites, à 2 doigts de l'endormissement. Incapable de prendre des décisions, vous vous laissez aller. J'aime autant vous dire que votre pilotage ne vaut alors plus grand-chose. Mais si votre altitude continue de grimper, l'oxygène ne fait que se raréfier jusqu'à ce que votre paresse mentale se soit changée en torpeur, puis en coma. Ce que j'ai sciemment décidé de ne pas vous dire avant, parce que la presse s'était à l'époque aussi bien gardée de donner ce détail qui change tout et bousille un petit peu la théorie de la rencontre avec un vaisseau extraterrestre, c'est que les ailiers de Mantell ont vu son avion redescendre en grande spirale. Pas en vrille, hein. Une longue spirale très ouverte. En gros, le malheureux pilote a perdu connaissance et son appareil, perdant vitesse et portance en atteignant son plafond opérationnel, s'est naturellement mis en trajectoire descendante, mais sans personne pour le contrôler, il est ainsi inexorablement descendu en virage engagé jusqu'à opérer un lithofreinage abrupt. Une collision avec le sol, quoi.
l'appareil n'a pas été éparpillé en confettis sur des kilomètres. Et il n'y avait pas de trous étranges sur la carlingue, pas plus que de radioactivité anormale. Ça, ce sont des détails inventés par la presse à sensation, qui sont très chouettes pour essayer de faire croire que l'avion a été soudainement vaporisé à haute altitude, mais qu'on ne retrouve dans aucun rapport. Voici les photos de l'épave. Le F-51 a été retrouvé couché sur le flanc avec Mantell décédé à bord. Mais tout ceci n'explique que la mort du pilote sans donner d'indication sur ce qu'il poursuivait. Ces détails du crash et l'hypoxie qu'il a causé étaient déjà connus de Hynek à l'époque de la rédaction du rapport dans le Blue Book. La seule inconnue était l'origine de l'objet poursuivi. Et pour cause, en 1948, à la rédaction du rapport, ni le capitaine Mantell, ni le commandant de la base X, ni Hynek ne pouvaient savoir de quoi il s'agissait, puisqu'il s'agissait d'un projet top secret. Le Skyhawk. Alors ça sonne bien comme ça, mais ne vous imaginez pas un nouvel appareil espion ultra performant qui laisse les pauvres vieux F-51 sur place. Le Skyhawk, c'est rien d'autre qu'un ballon stratosphérique. À la fin des années 40, la tension entre Américains et Soviétiques ne fait que monter. Les Américains tentent à la fois d'espionner les activités russes, tout en craignant que ces derniers n'en fassent de même. Vous avez peut-être déjà entendu parler du projet Mogul, des ballons embarquant des microphones pour tenter de capter en haute altitude les ondes de choc générées par les essais nucléaires russes. Mais il y a aussi eu le projet Moby Dick, où des ballons embarquaient des appareils photo espions pour survoler le territoire russe hors de portée de n'importe quel appareil. Il y a aussi eu le projet Genetrix, qui, sous couvert d'études météo, servait en fait à la surveillance de la Chine et de l'Europe de l'Est. Eh bien, les Skyhawk étaient des ballons à enveloppe plastique qui ont servi à analyser la stratosphère à la recherche de radionucléides, témoins des essais nucléaires atmosphériques. Et en ce 7 janvier, l'un d'eux avait été lâché depuis Clinton dans l'Ohio et avait dérivé au-dessus du Kentucky. Les ballons stratosphériques n'étaient alors pas connus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un ballon sonde, c'est commun. À l'époque, c'est purement et simplement inconnu de la plupart des gens. Maintenant, parlons-en brièvement. Quand il est lancé, le ballon semble peu gonflé. L'hydrogène qu'il contient va petit à petit prendre de la place à mesure que le ballon va monter, jusqu'à le remplir une fois dans la stratosphère, là où la pression est bien moindre. Or, les observations les plus précoces de l'objet alors non identifié le décrivaient comme un cône, voire un cône glacé selon certains témoins, tandis que les plus tardives, dont celle de Mantell, rapportaient un objet plus sphérique. Alors, vous pourrez toujours me dire que c'était peut-être un ballon et peut-être autre chose. Mais je ne vous ai pas encore parlé de Carl Seifert. Ou plutôt si, je vous en ai parlé dans une vieille vidéo sur la classification des galaxies, puisqu'il a donné son nom à certaines d'entre elles. Seifert est un astronome de l'université de Vanderbilt qui se trouvait alors à Nashville. Il fait partie des témoins du passage de l'objet, mais plutôt que de tenter de distinguer à l'œil nu un objet minuscule dans le ciel, il a fait ce que tout bon astronome fait. Il a dégainé une paire de jumelles. Et tout en ignorant à l'époque lui aussi la véritable nature des Skyhawk, cela ne l'a pas empêché de décrire, je cite, un ballon en forme de poire à l'envers avec des câbles supportant un panier en dessous. Bon, je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cas, que l'on appelle l'incident de Mantell et que on devrait plutôt appeler, je pense, l'accident de Mantell, parce qu'il y a quand même eu un mort, n'a rien de mystérieux. Dès qu'on sort du récit sensationnaliste d'une presse avide d'ovnis, il ne reste absolument rien d'inexplicable. Vous pourriez être tenté de me dire que bon, c'est un debunk un peu facile. On nous dit que l'épave de l'avion est radioactive, je réponds que non. C'est plutôt faible comme argumentation. Sauf que aucun rapport ne fait état de ça. La presse ne s'est pas gênée pour inventer des fables, et il est impossible de prouver que c'est faux, puisqu'il est par nature impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. Si je vous dis qu'aucun rapport ne fait état d'une quelconque radioactivité, vous pourrez me dire que c'est juste parce que les rapports ont été cachés. Un peu comme le Blue Book ultra secret qui contient des tas d'infos super accablantes sur la vérité de l'existence des ovnis et qui est bien caché par le gouvernement américain. Je vous jure, celle-là on me l'a servi je sais pas combien de fois. Le Blue Book serait un document ultra secret. Il est scanné et entièrement disponible en ligne. S'il a été classifié, c'est surtout parce qu'il contenait des informations sur des appareils militaires en pleine guerre froide. Mais c'est tellement mieux de croire aveuglément les sites conspi plutôt que juste aller voir pour se rendre compte que c'est juste un recueil de cas tous plus vides les uns que les autres.
Donc si je vous dis qu'aucun rapport ne fait état de radioactivité, je peux littéralement pas faire plus. C'est à celui qui a avancé ça en premier de dire où il a pêché cette info. Et là c'est simple, des sources il n'y en a pas. L'ufologie, c'est toujours ça. Une quantité incroyable d'histoires et d'anecdotes racontées de la manière la plus séduisante possible, mais dès qu'on les regarde de près, on se rend compte que c'est du grand rien. Arrangé ensuite pour vendre du papier ou des émissions de télé. Mais comme, regardé de loin, toutes ces histoires semblent former un ensemble cohérent de mystères irrésolus, on peut être tenté de croire que la masse des récits est en soi la preuve que des vaisseaux d'origine inconnue visitent la Terre. Malheureusement, même quand l'une de ces histoires implique la mort d'un pilote de chasse après sa rencontre avec un engin ultra secret, il s'avère que c'est juste une bête histoire d'hypoxie évitable et d'un ballon sonde. J'attends toujours de trouver le cas. L'histoire qui se révèle pas être un truc banal. Le cas avec des preuves, des documents à voir, des photos, des vidéos, quelque chose de tangible et qui ne se résolve pas en quelques minutes avec un phénomène naturel banal et un peu nul. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à leur voyure.